avons appelé Châteauroux pour un projet de mise en gratuité des bus, tout cela pour redynamiser l'utilisation des transports en commun. Donc, Monsieur Emmanuel Gerbert, qui est responsable service déplacement à la métropole Châteauroux. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. L'image est un petit peu déformée, mais ça fonctionne. D'accord. Alors, je vais vous faire un petit bilan de la gratuité des transports collectifs urbains à Châteauroux, dont on va fêter les 20 ans cette année, voilà, donc, au mois de décembre. Déjà, pour vous poser un petit peu le contexte, donc Châteauroux Métropole, c'est une agglomération constituée de 14 communes. Donc, on est situé dans le département de l'Indre, dans le sud de la région Centre-Val de Loire. Alors, c'est 14 communes, mais c'est un territoire qui est quand même assez grand, puisqu'il fait près de 538 km². L'agglo est compétente sur un territoire qui regroupe à peu près 73 000 habitants, dont environ 60% sur la ville-centre, donc Châteauroux. Vous voyez sur la carte, sur la partie droite, que en fait, l'agglomération est très, très urbanisée sur la partie centrale, donc sur la ville-centre, Châteauroux. Il y a quelques communes périurbaines, donc les 4 communes périurbaines autour de Châteauroux. Et puis, dès qu'on s'éloigne un petit peu, on est très vite dans des secteurs beaucoup plus ruraux. Voilà. Le réseau actuel, donc le réseau Horizon, le nom commercial de notre réseau, il est opéré via une délégation de service public, donc qui se termine à la fin de cette année 2021. Le délégataire actuel, c'est la société Keolis Châteauroux, et pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente un coût annuel d'à peu près 6 millions d'euros pour l'exploitation de ce réseau urbain. Il est constitué de 14 lignes régulières qui desservent l'intégralité des 14 communes de l'agglomération. On a un service du dimanche qui est assez limité, avec deux lignes qui fonctionnent essentiellement l'après-midi. On a un service de transport à la demande, donc c'est essentiellement des lignes virtuelles. Donc en fait, c'est des compléments d'offres sur des lignes régulières. On a un service à la demande le soir qui s'appelle Flexo Soir. Ça permet de desservir le cœur d'agglomération sans mettre en place des moyens démesurés. Donc ça, c'est un départ à 20h10 tous les soirs au niveau du pôle d'échange central. Et enfin, on a aussi un service de transport en porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait, cette organisation tourne autour d'un pôle d'échange central à proximité immédiate du centre-ville, donc le pôle d'échange multimodal Voltaire. Et à côté de ça, on a aussi un réseau de transport scolaire qui vient compléter un petit peu cette offre urbaine. Donc, sur ce service-là, on a 1700 élèves inscrits. Ces 1700 élèves sont transportés sur 35 circuits qui sont réalisés en propre. Et on a aussi 7 circuits qu'on dit mixtes. C'est des circuits qui sont gérés par la région Centre-Val de Loire. Et en fait, ils transportent quelques-uns de nos élèves, notamment sur les secteurs les plus excentrés de l'agglomération. Et ces marchés de transport scolaire, ça représente un coût d'à peu près 1,1 million par an. Là, je vous ai mis le plan du réseau. Donc, vous voyez, c'est un plan de réseau assez classique pour ce type d'agglomération, un plan en étoile avec la plupart des lignes qui se retrouvent au niveau du pôle d'échange central. La petite particularité, c'est qu'on a la ligne en rouge, la ligne 1, c'est la ligne forte du réseau. Ça représente 20% de l'offre kilométrique, mais plus de 40%, même 45% de la fréquentation du réseau. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on dessert les principaux générateurs du cœur d'agglo, c'est-à-dire les deux grandes zones commerciales en périphérie. On passe par les quartiers les plus densément peuplés, par le centre-ville, par tout le secteur administratif, enfin tout le quartier administratif, donc la préfecture, les universités. Voilà. Donc c'est vraiment la ligne forte, la ligne armature du réseau. Sur la genèse de la gratuité, donc comme je vous disais, ça remonte à 2001. En fait, à la base, c'était un engagement politique. C'était une des mesures phares du programme électoral d'un des élus d'opposition à ce moment-là, Jean-François Maillet. Il a été élu et en cas de succès, il avait une volonté, c'était de mettre en place la gratuité totale avant la fin de l'année 2001. Ce qui a été fait par la suite, donc dès le mois de décembre. C'était un réseau en fait qui était très ancien, puisque historiquement c'était un réseau qui remontait à de nombreuses décennies.
Lorsqu'on fait un peu le point, dans les années 2000, c'était à peu près 1,5 million de voyages par an pour un peu plus d'1 million de kilomètres produits. Et lorsqu'on traduit ça en termes de ratio, c'était à peu près 21 voyages par an et par habitant, alors que la moyenne pour des agglomérations de cette taille-là, c'était à peu près autour de 34 à ce moment-là. Donc voilà, on était très en deçà de la moyenne. On avait déjà un public assez nombreux qui voyageait gratuitement, puisque près de 47% voyageaient gratuitement à ce moment-là, donc essentiellement des scolaires et des demandeurs d'emploi. Et les 53% des usagers qui payaient à ce moment-là, ça représentait une recette annuelle de 400 000 euros à peu près, soit à peu près à ce moment-là 14% du coût annuel de fonctionnement du réseau. Les objectifs qui étaient affichés en matière de mise en place de la gratuité, donc c'était tout d'abord le droit au transport pour tous, c'était d'améliorer la mobilité à destination du centre-ville. À l'époque, on avait un centre-ville qui, comme dans beaucoup de villes moyennes, était un petit peu en déshérence, avec à contrario des zones d'activité plutôt dynamiques en périphérie. Donc c'était un centre-ville qui se mourait un petit peu. L'idée, c'était de créer une nouvelle dynamique sur le territoire. Et puis, il y avait un slogan d'ailleurs qui avait été mis en avant à ce moment-là, c'était des Castelroussins qui bougent dans une ville qui bouge. Et il y a un objectif qui avait été clairement affiché par les élus de l'époque, c'est-à-dire doubler la fréquentation pour atteindre à minima la moyenne nationale, donc les 34 voyages par an et par habitant que je vous ai cités précédemment. Et en outre, il y avait aussi un engagement politique, c'était ne pas faire supporter le coût de la gratuité des transports aux contribuables via une hausse des impôts locaux. En fait, l'idée, c'était de s'appuyer uniquement sur les recettes de ce qu'on appelait à l'époque le versement transport, donc un prélèvement sur les entreprises et les administrations du territoire. Justement, les mesures financières qui ont été mises en place pour financer cette gratuité, je vous ai dit tout à l'heure que les 53% des gens qui payaient, en fait, ça représentait à peu près 400 000 euros. Donc, ces 400 000 euros, il a fallu les trouver justement pour trouver un équilibre à ce moment-là. La première des mesures, c'était une hausse du taux du versement transport. On était à ce moment-là à un taux plafond de 0,55%. Et le fait de passer en communauté d'agglomération, ça a offert une opportunité de majorer ce taux de 0,05%. Et ça s'est traduit par une hausse de recettes de 210 000 euros. Toujours en matière de versement transport, il y a eu une extension du versement transport aux nouvelles communes qui ont intégré l'agglomération à ce moment-là. Donc ça a représenté une recette supplémentaire de 92 000 euros. Recette supplémentaire, certes, mais ça a aussi induit des coûts supplémentaires. Mais bon, voilà. Et enfin, le dernier volet, le dernier levier, c'était les économies réalisées sur les frais d'exploitation du réseau. Donc pour un total de 106 000 euros. Alors ça couvre toutes les économies liées directement à la gratuité. Donc tout d'abord les frais liés à la billettique, tous les valideurs qui sont à bord des véhicules, il n'y en a plus besoin, il n'y a plus besoin de les entretenir. Il y a tout ce qui concerne les coûts d'édition des titres de transport, tous les besoins en personnel pour le traitement de toutes les démarches clients, les réclamations liées justement à la tarification. Il y a toute la gestion et la rémunération du réseau de dépositaires, donc partout dans l'agglomération, il y a des gens, notamment des buralistes, qui distribuaient des titres de transport et des abonnements. Donc ça il n'y avait plus besoin de les rémunérer. Et enfin, il y a une hausse de la vitesse commerciale grâce à la diminution des temps d'attente en montée au point d'arrêt. Il y a une plus grande fluidité. Je mettrai un petit bémol sur ce dernier point, puisque par la suite, ça a été un petit peu atténué par le fait qu'il y ait eu des charges supplémentaires. Donc voilà, donc ça a été un petit peu atténué sur ce point-là. Très bien. Les résultats en matière de fréquentation, vous avez les chiffres sous les yeux. Donc, ça a progressé très, très fortement dès la mise en place de la gratuité dans les 6 mois qui ont suivi. On est passé très, très rapidement d'1,5 million à près de 3 millions de voyages. Donc, avec l'effet de la gratuité seule dans les 6 premiers mois, mais il y a une restructuration quand même qui a été opérée dès le milieu d'année 2002. C'est des choses qui ont été prévues avant la mise en place de la gratuité et qui ont quand même été réalisées à ce moment-là. Quand vous regardez la courbe, vous avez quand même une progression qui s'est poursuivie par la suite, hormis en 2015, mais bon, voilà, c'est pas forcément que le réseau n'a pas trouvé son public cette année-là, ça s'explique par des raisons techniques. C'est-à-dire que nous, la fréquentation, elle est mesurée via des cellules de comptage. Et en 2015, en fait, pour fiabiliser un petit peu ce système, on a décidé d'équiper l'ensemble de nos portes avec des cellules de comptage. Et en fait, la mise en œuvre s'est heurtée à des difficultés techniques. Et en fait, on a eu une perte
perte de fiabilité. Voilà, donc les chiffres de 2015 sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Et quand vous prenez la courbe rouge, le nombre de kilomètres, on est passé d'1 million de kilomètres dans les années 2000 à près d'1,7 million en 2019. Je ne vous parle pas de l'année 2020, puisque bon, ça ne va pas vous surprendre, le Covid est passé par là et j'ai une petite diapo par la suite qui vous montrera les conséquences que ça a sur la fréquentation. Enfin voilà, l'offre s'est quand même développée, la gratuité seule voilà, n'aurait certainement pas permis d'atteindre ces chiffres-là. En matière de résultats, donc je vous ai dit tout à l'heure que l'offre elle a continué à progresser. Là, il y a un ratio qui nous permet d'atténuer un petit peu les évolutions du territoire, les évolutions en termes d'habitants et puis de nouvelles communes. Donc, c'est l'offre kilométrique par habitant et par an. Donc, vous voyez que le réseau a continué de se développer tout au long de ces années. On est passé dans les années 2001 de 15,2 km par habitant et par an à près de 23,7 en 2019. Donc là, actuellement, on est à peu près on se situe à peu près au niveau des agglomérations de la même strate que nous. Une autre statistique intéressante, c'est une fréquentation qui est désormais bien au-delà des objectifs qui avaient été assignés en 2001 et qui sont désormais bien supérieurs à la moyenne nationale des territoires de la même strate. On est à peu près à 35 voyages par habitant et par an au niveau national sur les agglos de moins de 100 000 habitants. Et nous, en 2019, on est monté jusqu'à 74. Voilà. Donc, bon, après, on est redescendu en 2020 à 48, mais avec les raisons que tout le monde comprendra. Et enfin, un dernier point, c'est une amélioration continue bon, c'est un terme que j'aime pas trop, mais de la productivité du réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le ratio voyage par kilomètre, on s'aperçoit qu'il a continué à progresser tout au long de ces années. Et en fait, cette donnée, elle vous montre que le nombre de voyages a progressé plus vite que l'évolution de l'offre. Voilà. On est désormais à 3,1 voyages par kilomètre réalisé. Là, on était à 2 fois moins au moment de la mise en place de la gratuité. Un petit point sur l'année 2020 qui est au risque de vous surprendre assez similaire à un réseau payant, puisque la fréquentation est en chute libre. Vous noterez quand même que donc les deux courbes en jaune et en rouge, donc jaune c'est le nombre de kilomètres produits en 2019, rouge c'est 2020. Donc tout au long de l'année, on a essayé de garder une offre à peu près similaire à l'année d'avant malgré le Covid. Ça s'explique par deux choses. D'une part, pour maintenir un niveau d'offre parce qu'il y a quand même des gens qui ont continué à travailler. Et deuxièmement, c'était pour pour assurer un maximum de distanciation à bord des véhicules. Il y a quand même la courbe qui plonge avec moins 47% d'offres au niveau du premier confinement, qui a été quand même respecté assez strictement. Et en termes de fréquentation, les chiffres sont quand même assez éloquents puisqu'on finit l'année avec une baisse de fréquentation de l'ordre de moins de 35%. Voilà, donc c'est le même ordre de grandeur que sur des réseaux payants, même si on a il y a quand même quelques réseaux qui s'en sortent un peu mieux, d'autres moins bien. Voilà, donc c'est vraiment lié au contexte local. Malgré la gratuité, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont continué. Ça n'a pas impacté les ambitions d'amélioration du réseau. Tout au long de ces années, il y a entre 2 et 3 véhicules qui sont remplacés chaque année, puisque Châteauroux Métropole est propriétaire des véhicules qu'elle met à disposition de son délégataire. Il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées pour moderniser le réseau, c'est-à-dire notamment la mise en place d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs. Grosso modo, c'est les annonces sonores et visuelles dans les véhicules et au point d'arrêt. Donc ça a été un vrai saut qualitatif pour notre réseau, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout. Dans le même temps, dans le cadre de la loi sur l'accessibilité, il y a un gros travail qui a été fait sur l'aménagement des points d'arrêt et le pôle d'échange central. Et là, lorsqu'on fait le bilan à 2021, on a près de 60% des points d'arrêt qui sont accessibles. Et tout ceci, ça représente un investissement moyen d'à peu près 1 million d'euros par an pour l'amélioration du réseau. On a aussi un certain nombre de projets toujours en cours. La principale nouveauté de l'année, c'est la livraison d'un dépôt de bus communautaire. Jusqu'à présent, le délégataire, en fait, c'est lui qui devait se débrouiller pour trouver des locaux pour abriter nos véhicules. L'autre gros dossier du moment, c'est la transition énergétique du parc de véhicules avec un projet de territoire qui est basé sur la production d'énergie, on va dire verte, d'hydrogène vert sur le territoire à proximité immédiate de ce nouveau dépôt.
Et donc, nous, à notre niveau, on va participer en mettant à disposition 6 véhicules qui fonctionnent avec ces piles à combustible et hydrogène. Donc, à l'horizon 2023-2024. Et enfin, le dernier point qui est directement lié à la gratuité et puis à la politique de mobilité, c'est-à-dire que la fréquentation du réseau, elle a tellement progressé que les véhicules standards de 12 mètres, en fait, ils se sont avérés insuffisants pour transporter cet afflux de voyageurs. Donc, il y avait deux solutions. Soit on augmentait de manière importante la fréquence, soit on passait sur des véhicules de plus grand gabarit, ce qui a été fait depuis 2 ans maintenant, où on achète des véhicules de 18 mètres justement pour absorber ces hausses de fréquentation. Un petit point sur les… Bon, on a un petit peu d'expérience maintenant à la matière, donc sur les conditions de réussite de la gratuité. Alors, d'une part, j'attire votre attention sur les conditions de faisabilité contractuelle de la mesure. Surtout si elle intervient en cours de contrat. Lorsqu'on démarre sur un nouveau contrat, il n'y a aucun souci, voilà, c'est prévu à l'avance. En cours de contrat, ça peut bouleverser l'économie générale d'une DSP. Donc voilà, ça, j'attire votre attention là-dessus. La deuxième condition, c'est obtenir l'adhésion du délégataire et de son personnel. Comme je vous disais, ça fait 20 ans qu'on est passé à la gratuité. On a souvent été sollicité par des réseaux qui souhaitaient y passer. Et un des principaux freins, c'est les craintes que peuvent avoir les représentants du personnel, qui s'inquiètent un peu de ce qu'induit la gratuité, avec toujours l'image un peu négative du fait qu'un réseau gratuit est dévalorisé, qu'en fait, il y a plus de contrôle à l'entrée, et en fait, c'est un réseau qui n'est pas sécurisé. Voilà. Nous, par expérience, on peut vous dire que ce n'est pas le cas, et je pense que les réseaux qui sont passés après nous n'ont absolument pas fait ce constat. Le troisième point, c'est disposer de marge de manœuvre financière, donc que ce soit par les recettes de versement mobilité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du versement transport. Le versement transport a été renommé pour passer en versement mobilité, ou plus largement le budget général pour compenser d'une part l'absence de recettes tarifaires, et deuxièmement pour pouvoir accompagner le regain d'attractivité du réseau. Je m'explique. Lorsque vous passez à la gratuité, si vous avez un réseau bien sûr un petit peu qualitatif, très rapidement, c'est un formidable accélérateur en fait. Vous allez attirer un public nouveau, et forcément, qui dit public nouveau, ça va se traduire aussi par des besoins de fréquences accrus, parfois des nécessités de développement du parc. Ça a été le cas chez nous. Il y a un certain type de véhicules qu'on n'arrivait plus du tout à affecter sur notre réseau. Des véhicules de 10,50 m, des minibus, des choses nous, on ne savait plus du tout quoi en faire. Et je vous parlais tout à l'heure de l'acquisition de véhicules de plus grande capacité. Et enfin, le dernier point, c'est ne pas se satisfaire de la seule gratuité. Nous, sur notre territoire, on s'est toujours attelé à maintenir des exigences de qualité assez élevées, avec des mesures contradictoires, notamment des enquêtes clients mystères sur le réseau. Voilà, parce que en fait, c'est très très important de maintenir un niveau élevé en matière de ponctualité, de propreté. Et il y a d'ailleurs des engagements contractuels assez forts avec notre délégataire, avec un système de bonus-malus, justement pour maintenir ça, malgré la gratuité. Et enfin, les limites de l'expérience, ou plus exactement de notre expérience, et on est les premiers à le regretter d'ailleurs, c'est l'absence de données chiffrées précises en matière de report modal. C'est-à-dire, actuellement, on est incapable de vous dire combien de personnes ont abandonné leur voiture au profit des transports collectifs. Et ça, c'est un des principaux biais à notre expérimentation. Le deuxième point, c'est l'absence de billettique. Et on n'y pense pas forcément, mais ça nous prive de beaucoup d'informations sur ce qui se passe exactement, sur l'usage qui est fait de notre réseau. Je vous disais tout à l'heure qu'on a quand même un suivi assez fin de la fréquentation par arrêt. Voilà, mais ça se limite à ça. Si on veut savoir qui est-ce qui emprunte nos bus, et en fonction des différentes catégories d'usagers, quel est l'usage qui est fait du réseau, on doit s'appuyer sur des enquêtes plus ponctuelles, des enquêtes qualitatives, mais on n'arrive pas à avoir un suivi fin comme on peut l'avoir sur un réseau billettique où on a ça quasiment au jour le jour. Et enfin, dernier point, c'est les extensions du ressort territorial de l'agglomération. Forcément, ça implique des charges supplémentaires, mais avec des potentialités de recettes de versement mobilité souvent limitées, puisque c'est souvent des communes rurales où il y a peu d'entreprises, peu d'administration, et forcément, ça coûte de l'argent, mais ça ne va rapporter rien au niveau du VM. Et contrairement à un réseau payant, même si ça trouve son public, les gens ne payant pas, il n'y a pas de recette en face. Et enfin, si je dois tirer un bilan plus général, c'est un bilan largement positif de notre contexte.
et d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'action concomitante sur d'autres leviers qu'on peut activer sur les territoires. Si vous connaissez un petit peu Châteauroux, c'est une commune où il y a, avec un centre-ville assez restreint, hein, mais où l'accès routier au centre-ville est très facile. Il y a très peu de congestion et il y a une offre de stationnement importante et une tarification plutôt attractive en centre-ville, notamment dans les parkings en ouvrage. Donc en fait, à ce niveau-là, on n'est pas on n'a pas contraint l'usage de l'automobile au profit des transports collectifs. C'est vraiment l'évolution favorable la fréquentation favorable des transports collectifs. C'est vraiment fait naturellement, sans contraindre les autres modes. On a pu le constater, donc le réseau s'est fortement développé au cours de ces 20 dernières années. Et on a désormais un mode de transport qui est bien ancré dans les habitudes de la population. Et on commence à voir la première génération en fait, qui a connu que la gratuité, puisque ça fait 20 ans. Donc, c'est des gens qui ont toujours connu ça et il y a un vrai sentiment de fierté, je pense, même pour les non-utilisateurs, d'avoir un réseau de transport gratuit sur le territoire. Et d'ailleurs, on a fait une enquête de satisfaction en 2018 avec des chiffres qui sont à la fois sur les utilisateurs et les non-utilisateurs du réseau qui sont très, 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 très élevés. Et enfin, un réseau de transport qui est facile d'accès. On n'y pense pas souvent, mais les relations entre le personnel et les voyageurs sont apaisées du fait de l'absence de fraude. Sur les réseaux payants, les principaux motifs de conflit entre le personnel et les voyageurs, c'est parce qu'il y a des discussions sur le fait que les gens ne présentent pas de titre de transport ou qu'ils ne veulent pas payer. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, malgré les craintes de départ, c'est quelque chose qu'on a totalement, qu'on n'a absolument pas observé, je veux dire. Merci beaucoup pour cette. Voilà. Pardon, vous avez terminé. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Merci. Oui, merci pour cette présentation très claire. Je crois que les questions se sont presque annulées au fur et à mesure de votre présentation. Arthur, peut-être, tu as une question à poser? Oui, bonjour, merci beaucoup Arthur Courty, donc de la direction du programme Action Cœur de Ville. Merci pour ce très bel exposé. Et effectivement, Châteauroux est souvent cité en exemple en matière de transport et cette expérimentation sur la gratuité des transports nous inspire beaucoup. Et d'ailleurs, ce faire de ma part, vous avez accueilli les assises de la gratuité des transports l'année dernière ou les journées du transport gratuit, je n'ai plus exactement le titre. En 2019. 2019, c'est ça, tout à fait. Oui. Donc voilà, et je me souviens effectivement, Roland, directeur du programme, on avait grandement parlé à cette époque-là. Moi, j'aurais juste trois petites questions. La première, c'est, vous aviez dit qu'il vous manquait des données en matière de transport de flux modal et ça, je le conçois, mais est-ce que vous avez remarqué une évolution concernant un minima les bouchons ou par exemple le nombre de véhicules en centre-ville, etc., sans forcément parler du nombre de véhicules achetés ou des personnes qui abandonnent leur deuxième véhicule, parce que ça, effectivement, je pense que c'est aussi un mythe que de considérer que la gratuité des transports entraîne l'abandon du deuxième véhicule. Mais est-ce que sur certaines plages horaires, par exemple, vous avez pu voir une évolution du nombre de véhicules en centre-ville? La deuxième question, beaucoup plus large, et je comprends qu'il n'y a pas de réponse type, mais est-ce que cette vitrine qui sert aussi d'outil d'attractivité pour la ville de Châteauroux fonctionne? Est-ce que les échos que vous avez par ailleurs quand vous exposez cette initiative sont plutôt positifs? Et est-ce que vous en tirez un certain bénéfice autre que matériel, financier ou en tout cas en matière d'usage? Et ma dernière question, peut-être un peu plus technique, concerne la DSP. En effet, sauf erreur de ma part, une DSP suppose que une partie du support du risque soit faite par le délégataire et en l'absence de tarification, comment est-ce que vous avez pu construire un contrat qui respecte cette contrainte juridique? Voilà, c'était mes trois petites questions et je m'interviens, c'est promis. Pas de souci. Alors d'abord, sur la notion de report modal, ça va peut-être en faire rêver certains, mais on a la chance depuis très longtemps de ne pas avoir de soucis de congestion automobile. Donc en fait, c'est une donnée qu'on suit très peu en fait. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de difficulté. La seule chose que je peux vous dire en matière d'utilisation, c'est que je vous parlais tout à l'heure d'enquête un peu qualitative. On s'aperçoit qu'au fil des années, en fait, on a une part de salariés qui progressent. Et on peut penser que c'est des gens qui, si le réseau n'avait pas été attractif, c'est des gens qui auraient continué à se déplacer d'une autre manière. Voilà, donc sur ce point-là.
En ce qui concerne l'expérience de la gratuité à Châteauroux, je ne vais pas vous le cacher, c'est devenu un petit peu un outil de marketing territorial aussi, hein. On a la chance d'avoir une couverture médiatique qui dépasse largement les frontières françaises. On a eu des Coréens, on a eu des équipes venues d'un peu partout dans le monde qui sont venues s'intéresser à cette expérience qui surprend un peu, hein, vu de l'étranger. Déjà, rien que le mode de financement des transports en France est déjà un petit peu atypique. Avec le versement mobilité, c'est quelque chose d'un petit peu, enfin, qui, à ma connaissance, n'existe que chez nous. Voilà, mais non, c'est vrai que ça fait un peu parler de Châteauroux et qui a fait un petit peu connaître Châteauroux par ce prisme-là. Et enfin, pour revenir sur la dernière question sur la notion de risque en DSP, en fait, on est repassé en délégation de service public en 2015. Et en fait, on a réussi à contourner contourner. La solution, en fait, c'est qu'il y a une part importante de la rémunération du délégataire qui est basée sur les résultats de fréquentation. En fait, actuellement, sur le contrat actuel, il y a entre 40 et 50% de la rémunération du délégataire qui est liée à des résultats de fréquentation. Voilà. Donc, grâce aux cellules de comptage qui équipent nos véhicules. Entendu, merci beaucoup. Voilà. Merci.